Avec Annalisa Capellini, nous recevons Jean-Baptiste Honoré, rédacteur en chef de Conflit. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau. On va faire un point sur la situation au Moyen-Orient. 5e jour. Aujourd'hui, évidemment, les combats continuent de part et d'autre. Il y a un point qui m'interroge, c'est que l'Iran a très vite choisi de frapper ses voisins. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette stratégie? Alors certes, on parlait des bases américaines dans la région, mais il n'y a pas que les bases américaines qui ont été touchées. Et néanmoins, il y a même des lieux touristiques qui ont été touchés. Est-ce que vous pouvez expliquer cette stratégie-là pour commencer? Alors d'abord, ça m'a beaucoup surpris. Et en parlant avec des amis qui travaillent sur la région, on a tous été surpris par cette stratégie. Et effectivement, on s'attendait à une réplique où l'Iran bombarde Israël et les bases américaines, normal, dans une réponse évidemment de l'attaque. Mais on ne s'attendait pas à ce que l'Iran bombarde ses voisins et parfois alliés. Oui. Donc Oman, par exemple, où avaient lieu les négociations, aux Émirats, ce sont les aéroports de Abu Dhabi, de Dubaï qui sont attaqués. Donc, alors que les Émirats et l'Arabie Saoudite avaient demandé aux États-Unis de ne pas intervenir au mois de janvier. Donc ça, c'est extrêmement surprenant. Alors, il y a eu des erreurs. Ils ont par exemple tiré en Turquie. Ils ont reconnu que c'était une erreur, ce qui veut dire que leur organisation est désorganisée et qu'il y a un problème de coordination au niveau des décisions militaires. Et puis, l'Iran est aussi engagé dans une stratégie du chaos qui est finalement d'embarquer toute la région derrière cette guerre, notamment en tirant sur des pays neutres ou alliés. Quitte à ce que ça crée des alliances en face? C'est ça qui est surprenant, effectivement. Par exemple, vous bloquez le détroit d'Ormuz. Ormuz, c'est l'artère qui nourrit l'Inde et la Chine en pétrole. La Chine est alliée à l'Iran. La Chine livre de l'armement à l'Iran. Et le pétrole qui passe par Ormuz ne va pas aux États-Unis ou en Europe, il va essentiellement en Chine. Donc en bloquant le détroit, vous pénalisez votre allié et qui vous fournit des armes. Et donc ça a un côté effectivement un peu suicidaire, même complètement suicidaire, chaotique. Et on voit un Iran qui se lance dans une opération qui finalement une stratégie qui est d'amplifier la guerre et d'entraîner toute la région derrière cette guerre. Annalisa. Jean-Baptiste Honoré, vous mentionnez la Chine, c'est intéressant parce que certains croient voir dans la stratégie de Donald Trump une stratégie purement anti-chinoise, purement économique pour couper la Chine du pétrole iranien après l'avoir coupé du pétrole vénézuélien. Est-ce que vous pensez que c'est crédible? Alors, le pétrole est un enjeu, mais pour ma part, j'en fais pas l'enjeu premier. C'est un élément de l'équation, indubitablement. Mais l'élément essentiel, c'est quand même que l'Iran voulait l'arme nucléaire, notamment pour attaquer Israël, et que les États-Unis ne veulent pas, et Israël non plus ne voulait pas qu'il y ait cette arme nucléaire. Donc ça, c'est quand même la première question. Le pétrole est évidemment un sujet. Après, la Chine s'approvisionne, certes en Iran, mais aussi en Arabie Saoudite et puis aux Émirats, et la Chine vient de signer un contrat avec la Russie pour un pipeline qui l'approvisionnera directement depuis la Sibérie. Donc la Chine est aussi en train de diversifier ses approvisionnements en pétrole. On a un affrontement Chine-États-Unis évidemment au niveau mondial, mais je sais bien que le pétrole est souvent une clé de lecture, c'est un élément important, mais on ne peut pas tout lire à travers la grille du pétrole. Justement, puisqu'on parle de la Chine, on parlera de la Russie juste après, mais puisqu'on parle de la Chine, là, quelles vont être les réactions? Est-ce que l'Iran et la Chine sont justement en discussion pour peut-être justement décider de la stratégie future par rapport à ce détroit d'Ormuz, par rapport à la stratégie militaire à adopter? Est-ce qu'il y a des discussions en ce moment? Alors, pas officiellement. Il y a évidemment des échanges diplomatiques informels et privée, mais il n'y a pas d'échange direct. La Chine est un peu fidèle à elle-même, c'est-à-dire qu'elle ne commande pas, elle n'intervient pas, elle laisse les États-Unis agir. Pour elle, le sujet aujourd'hui, c'est l'accès à une énergie abondante et la moins chère possible, et on voit que les prévisions de croissance ont été plutôt négatifs. Et puis, il y a également la question du contournement des routes pétrolières, et donc la Chine poursuit aussi la création de ces routes, notamment via le Pakistan, puisque le Pakistan permet à la Chine de contourner l'Inde et d'arriver directement dans l'océan Indien. Et le Pakistan est entre Iran d'un côté et Inde de l'autre. Annalisa. Il y a un autre grand allié du régime des Mollahs, c'était la Russie. C'est la Russie, c'est un peu la question. La Russie qui choisit de ne pas s'impliquer dans le conflit parce qu'elle a aussi des avantages à y tirer. Oui, et puis c'est aussi un camouflet. La Russie est bloquée en Ukraine, et on le voit depuis maintenant 5 ans de guerre. La Russie a perdu ses alliés, le Venezuela, la Syrie, l'Iran. Le matériel militaire qui était fourni était en partie russe, on voit qu'il est quand même assez inefficace. Donc c'est aussi un camouflet assez important pour la Russie, qui perd effectivement un levier au Moyen-Orient. Il y avait cet axe Téhéran-Moscou qui était historique et essentiel, et la Russie perd une pièce maîtresse. Est-ce que ces alliances
extérieures, timides, on l'a dit du coup en ce moment, peuvent influer sur la décision du successeur d'Ali Khamenei? Est-ce que ça va avoir un poids ou est-ce que le régime, quoi qu'il arrive, va être perpétué? Alors, les deux. C'est-à-dire que moi, je ne crois pas à un effondrement du régime parce qu'on n'a jamais changé un régime par des bombardements extérieurs. Pour changer un régime, il vous faut des troupes au sol. Et ça, je ne pense pas que les États-Unis envoient des troupes au sol. Où il vous faut des milices sur place qui ont des armes et qui puissent renverser le régime. Or, aujourd'hui, les seules milices qu'il y a dans ce type-là, sont notamment les Kurdes ou des mouvements islamistes, mais qui ne sont pas encore assez puissants pour prendre le pouvoir. Donc, il y aura une perpétuation du régime, mais avec effectivement des nouvelles têtes. Sauf que dès que vous avez une nouvelle tête qui est nommée, elle est abattue. Donc, ils n'ont pas non plus intérêt à dire officiellement qu'une nouvelle personne a été nommée. Et puis, on voit surtout une très grande désorganisation. C'est-à-dire que même si vous remplacez quelqu'un, il faut, on sait tout ce que c'est. Il faut arriver au poste, savoir se renseigner. Et puis, les gens autour de vous ont aussi été abattus. Donc, aujourd'hui, on voit surtout un État qui est de plus en plus déstructuré par ces morts ciblées. Très vite, Annalisa. Et donc, pour Donald Trump, on peut dire que c'est en partie une défaite, puisqu'il a coupé la tête, mais pas les tentacules. Et exactement, c'est-à-dire que c'est pour l'instant un succès tactique militaire indéniable, oui. Mais en tout cas, il n'a pas changé de régime comme il voulait, comme il avait dit qu'il le ferait. Et puis surtout, on ne voit pas la fin, c'est-à-dire qu'on est au 6e jour de guerre, mais après, qu'est-ce qui va se passer après? Quand est-ce qu'on va arrêter les bombardements? Et quand est-ce qu'on pourra dire, maintenant c'est terminé, on passe à autre chose? Et pour l'instant, on ne voit pas de stratégie de sortie de crise. On surveille évidemment cette situation. Merci beaucoup Jean-Baptiste Noé d'être venu nous voir ce matin, rédacteur en chef de Conflit.